vidéo. Hop. Bonjour ou bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que je vous mets ça? Non, c'est bon. Hop, hop. Donc, vous pouvez vous connecter sur Ookla pour répondre aux deux questions que je vais vous poser au début, puisque nous allons commencer là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et je pense qu'on s'était arrêté sur cette dernière diapo de la toute première partie sur ce que c'est que l'énergie. Et alors, comme je vous l'avais dit, je ne parlerai pas vraiment de réchauffement climatique dans ce cours, excepté durant cette partie-là où je vous avais parlé de gaz à effet de serre et puis des RCP. Et alors, je me suis rendu compte après, tiens, que j'aurais pu faire une remarque, alors je vais la faire maintenant. Quand on parle de réchauffement climatique, il y a une donnée qu'on connaît assez peu et pourtant qui est assez intéressante, c'est la notion de température humide. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la température humide. La température humide, c'est la température lorsque le taux d'humidité est de 100%. On va voir ça dans le cours de thermo qui a commencé avec les IAB en enseignement préparatoire, mais comme je ne le verrai pas avec les autres options, juste une petite précision. Donc, la température humide, c'est la température avec un taux d'humidité de 100%. Alors, avec le réchauffement climatique, eh bien, les températures augmentant et de manière différente sur différents endroits de la planète, on peut avoir une température humide qui devient dangereuse. Et alors, ah oui, je ne vais pas partager comme ça, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, petite question que je peux vous poser. Selon vous, quelle est la température humide maximale que peut supporter un être humain au-delà de laquelle il meurt? En fait, quelle est la température humide, la température maximale à laquelle peut vivre un être humain avec un taux d'humidité de 100%? Je ne sais pas si vous savez quelle est cette valeur-là. Et ça peut être intéressant de le savoir. Alors, donnez-moi une valeur si vous avez une idée. Avec un taux d'humidité de 100%, à partir de quelle température un être humain meurt? Alors, 60, 55, 30, 20. Donc, on a un peu tout. La réponse, je laisse peut-être les derniers répondre. La réponse, c'est en fait 35 degrés. Au-delà de 35 degrés, avec un taux d'humidité de 100%, un être humain ne peut pas vivre. La réponse, elle est assez logique. C'est parce qu'en fait, notre température corporelle étant de 37, il n'y a que deux manières il n'y a qu'une seule manière de réguler de la température. Si jamais on a trop chaud, eh bien, c'est de transpirer. Le problème, c'est que si le taux d'humidité de l'atmosphère qui est autour de nous est de 100%, alors l'eau que l'on transpire, notre transpiration, ne s'évapore plus. Et si elle ne s'évapore plus, ça veut dire qu'on ne peut plus transpirer. On ne peut plus transpirer, donc on ne peut plus réguler notre température, ce qui veut dire qu'à partir de 35 degrés et avec un taux d'humidité de 100%, en quelques heures, un être humain meurt. Voilà. Et alors, avec le réchauffement climatique, ce qu'on a pu observer, c'est que une température humide de 35 degrés, qui n'avait plus été observée depuis des millions d'années sur Terre, en fait, a été mesurée pour la première fois depuis qu'on fait des relevés météo, a été remesurée sur Terre. Alors, je crois que c'est sur une station du Pakistan l'année dernière. Alors, pendant quelques heures, hein, pas très longtemps, mais le problème, c'est que si la température augmente, on risque d'avoir des zones sur le globe avec des températures humides supérieures à 35 degrés sur plusieurs heures, ce qui va rendre ces zones complètement impropres à la vie humaine. Voilà. Et on a remesuré cette température-là l'année dernière, alors une au Pakistan, je crois, et je crois une autre sur une station d'Arabie Saoudite, alors qu'on n'avait jamais remesuré ça depuis le début des relevés météo.
J'avais oublié de faire cette remarque la dernière fois. Bon. Sinon, et si on revient sur le sujet du jour, qui est le pétrole, avant de démarrer, je veux juste refaire un petit rappel sur deux choses importantes. Sur la notion d'énergie. Bien sûr, comme d'hab, si vous avez des questions, vous me stoppez et puis vous me parlez. Je vous avais dit dans le cours, dans la première partie sur l'énergie, que si on résume, en fait, on peut le résumer en se disant qu'il fonctionne avec des machines, des convertisseurs d'énergie. Et chaque chose qui nous entoure est en fait, chaque machine est un convertisseur d'énergie. Il faut l'alimenter avec quelque chose et ce convertisseur va transformer l'énergie qui était stockée dans ce qui l'alimente pour faire autre chose. Et donc, notre monde se résume à ça. Et ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, l'une des énergies ou l'un des stocks d'énergie qu'on utilise le plus, c'est le pétrole. Et si jamais on arrive à un moment où on n'a plus assez de stock pour alimenter nos machines qui sont autour de nous, notre monde s'arrête, en fait. D'où l'importance de savoir quels sont nos stocks et puis de quelle manière on utilise nos stocks de pétrole, par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais il n'y en a plus? Et jusqu'à quand est-ce qu'il va en rester? Et puis, une autre chose que je vous avais montré qui est importante, c'est que si on fait un tout petit peu d'économie, l'un des principes de base de notre économie, qui date du 19e siècle, c'est qu'il y a en fait un découplage, où certains économistes pensent qu'il y a un découplage entre la création de richesses, d'un point de vue économique, et l'utilisation de ressources physiques. Donc, on appelle ça le découplage. Et beaucoup d'économistes pensent qu'en fait, on peut continuer à avoir une croissance économique infinie, bien qu'on vive dans un monde avec des ressources physiques qui sont finies. Or, ce graphique que je vous avais montré tend à dire quand même le contraire. Depuis maintenant une soixantaine d'années, chaque année par rapport à l'année précédente, on utilise plus d'énergie, mais cette augmentation, elle est de plus en plus faible. Et depuis une soixantaine d'années, la création de richesses, chaque année, le monde crée des richesses, mais il en crée de moins en moins rapidement, de moins en moins. Quand le PIB était aux alentours de 4% dans les années 60, il est maintenant aux alentours de 1%. Et on voit que ça suit notre utilisation de pétrole ou notre utilisation d'énergie. Et donc, si on a de moins en moins d'énergie à utiliser, est-ce qu'on va, avec ça, arriver à continuer à créer de plus en plus de richesses? Ce n'est pas sûr. Et le jour où on va consommer moins d'énergie que l'année précédente, est-ce qu'on va créer plus de richesses? Encore moins. Je ne le pense pas. Du coup, on risque d'avoir un problème assez rapide. Et ce problème, on peut l'illustrer avec le pétrole. On va ici voir pourquoi est-ce que le pétrole, c'est une matière un petit peu magique. À quoi nous sert le pétrole? D'où vient le pétrole? Et puis ensuite, jusqu'à quand il en reste? Donc, on introduira la notion de pic pétrolier. Si on a un peu de temps, on fera un peu d'économie sur les cours du pétrole. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'illustrer ça avec le pétrole? Parce que c'est ce que l'on utilise le plus pour faire vivre, pour faire fonctionner nos machines et donc pour faire vivre notre monde moderne. Donc, 32% de l'énergie primaire mondiale est issue du pétrole. Alors, on va répondre à la fin de la séance à la question pour combien de temps il nous reste de pétrole à peu près. Mais ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, tout d'abord. Alors, vous pouvez répondre à nouveau à une petite question. Selon vous, à réserve constante et à consommation constante, combien d'années il nous reste d'utilisation de pétrole si on continue, il faut avoir le truc. Si on continue à l'utiliser comme on l'utilise?
Pardon, on m'a parlé ou pas? Tout le monde n'avait peut-être pas le flash code, je le remets rapidos. Voilà, j'espère que vous êtes connectés. Donc, selon vous, qui me parle? Donc, est-ce qu'il nous reste du pétrole pour 10 ans et dans 10 ans, il n'y en a plus, ou bien environ 30 ans, environ 50 ans, environ 100 ans, environ 200, environ 500, ou plus de 500? Bon, voilà. Donc, on essaiera de répondre à cette question dans la suite du cours. Donc, vous me dites un peu tout. Bon, alors, on revient sur le pétrole. Tout d'abord, pourquoi est-ce que le pétrole, c'est une matière quasi magique? Alors, il me semble que je vous avais déjà montré cette diapo en TD. On ne s'en rend pas compte, mais le pétrole, c'est du concentré d'énergie. Et on peut l'illustrer en comparant à l'énergie que peut fournir un bonhomme, un homme, en travaillant avec ses muscles. La puissance qui peut être développée par un homme très musclé comme ici, c'est 10 watts. Alors 10 watts, je vous rappelle ce que c'est, 10 watts, c'est des joules par seconde. Ça veut dire que en travaillant avec ses bras, ce bonhomme, chaque seconde, il peut fournir 10 joules d'énergie. Ça fait 10 watts. Maintenant, imaginons que l'énergie dont a besoin le monde soit fournie uniquement par les bras d'une personne. Si on est en France, on a 5 semaines de congés payés, donc on travaille 47 semaines à 35 heures, ce qui veut dire qu'un homme ou une femme travaille 1665 heures dans l'année. 1665 heures, 10 watts, ça veut dire que si on change d'unité d'énergie, qui est plus parlante, ici, un homme peut fournir sur une année 15 kWh d'énergie. Si on le paie au SMIC, ce bonhomme, le coût employeur du SMIC, c'est à peu près, c'est un ordre de grandeur, 20 000 euros. Donc, ça va coûter à l'entreprise 20 000 euros pour 15 kWh fournis sur un an, soit un prix de 1 300 euros du kilowattheure. Voilà. Ça, c'est si on fait fonctionner toute notre industrie avec l'énergie qui sort des bras des personnes qui font tourner des trucs. Maintenant, on peut comparer ça à ce que l'on peut avoir dans de l'essence. Quel volume d'essence il faut brûler pour récupérer la même énergie? On veut donc 15 kWh. Un litre d'essence contient, quand on le fait brûler, 10 kWh d'énergie. Mais cette essence, on l'a fait brûler dans une machine thermique, dans un convertisseur qui a un rendement de 30%. Et donc, si on tient compte de ces 30% de la machine thermique, ça veut dire que pour récupérer à partir d'essence 15 kWh de travail mécanique, pour faire bouger des choses par exemple, il faut brûler 5 litres d'essence. 1 litre d'essence coûtant à peu près 1,50 €, eh bien, ça veut dire que le coût employeur, c'est 7,50 € en énergie et ça fait du 0,5 € du kilowattheure. Et donc là, ça nous permet de comprendre en quoi le pétrole, c'est quelque chose de miraculeux et fabuleux. Et c'est ce qui me fait dire, alors ça c'est un point de vue personnel, c'est que, à mon avis, le monde est perdu parce que on continuera à brûler du pétrole autant qu'on en a à cause de cette densité d'énergie qui est incomparable et qui est très facile à utiliser et parce que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. Mais c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on est allé vers le pétrole. Parce que c'est un concentré d'énergie. Et si on reste rapidement là-dessus, il y a une coïncidence assez troublante. C'est que le développement des machines thermiques, alors d'abord avec le charbon, puis ensuite avec le pétrole, coïncide en période, au niveau de la période, à l'abolition progressive de l'esclavage en Europe et puis dans le monde. Si on considère un esclave comme une machine
qui va nous permettre de récupérer de l'énergie. Un esclave au travail, c'est 100 watts. Alors, par rapport à la diapo tout à l'heure où je disais un homme avec ses bras, c'est 10 watts, c'est 100 watts si un homme fait fonctionner ses jambes. On est plus puissant avec les jambes qu'avec les bras. Donc, d'un point de vue thermodynamique, un esclave, donc une personne, c'est une machine thermodynamique médiocre, d'une puissance de 100 watts. Il faut énormément d'esclaves et en plus, il faut les nourrir. Et en plus, des fois, ils tombent malades et puis des fois, ils meurent. Donc, c'est pénible. Maintenant, ce que l'on peut voir, c'est que l'abolition de l'esclavage en France, c'est 1848. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'esclavage après, mais l'abolition de l'esclavage de manière progressive en Europe, avec le commerce triangulaire, etc., ça se fait au cours du 19e siècle. Et en 1824, c'est le traité de Sadi-Carnot, qui est un ingénieur français, qui établit les fondements de la thermodynamique et donc les fondements du fonctionnement des machines thermiques, qui fonctionnent avec du pétrole, du gaz, du charbon. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que pendant des milliers d'années, une partie de l'énergie dont avait besoin le monde était fournie par des esclaves, y compris dans l'Empire romain, y compris en Égypte, etc. Et ça a fonctionné comme ça pendant des milliers d'années. Puis, on a aboli l'esclavage. Mais on a aboli l'esclavage au moment où on a développé les machines thermiques. Si on n'avait pas développé les machines thermiques, est-ce qu'on aurait aboli l'esclavage? Je ne sais pas, mais c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Et est-ce que l'abolition de l'esclavage, elle vient uniquement du fait que la condition humaine, la réflexion suite au siècle des Lumières s'est dit qu'il fallait arrêter de réduire un esclavage des personnes, ou est-ce que le développement de la thermodynamique n'y a pas joué un rôle? Voilà, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Et donc, si on compare toutes les machines que l'on peut faire fonctionner avec du pétrole, alors j'ai principalement pris ici des exemples avec des moyens de locomotion, puisque 60% du pétrole nous sert à nous déplacer. On peut voir par exemple que quand on veut faire fonctionner un rotophile pour désherber chez soi, eh bien, sa puissance est à peu près 1000 watts. 1000 watts, sachant qu'une personne, c'est 100 watts, ça veut dire que la puissance développée par ça, c'est la puissance qui est développée par 10 esclaves, par 10 personnes. Une voiture, alors une petite voiture, hein, c'est 40 kW. 40 kW de puissance, c'est l'équivalent de 400 personnes. Un camion, c'est 400 kW de puissance, c'est 4000 personnes. Un tracteur, c'est 80 kW de puissance, donc 800 personnes. Bon, alors un avion, n'en parlons pas, c'est 10 millions de personnes. Donc ici, un point particulier, puisque j'avais parlé la dernière fois d'agriculture, si un jour on n'a plus de pétrole, on ne peut plus faire fonctionner nos tracteurs. Si on ne peut plus faire fonctionner nos tracteurs, il est possible que les rendements agricoles baissent fortement. Sachant que pour remplacer un tracteur, il nous faudra 800 personnes. 800 personnes pour tirer la charrue. Le jour où on va avoir un problème d'approvisionnement en pétrole, c'est tout notre monde qui s'arrête, le plus grave étant notre approvisionnement en nourriture. Et quand les gens commencent à avoir faim, ça devient un peu la cata. Donc voilà pourquoi le pétrole, c'est quelque chose de quasi miraculeux et c'est un stock, une source d'énergie dont on aura du mal à se passer. Alors à quoi nous sert le pétrole? Le pétrole brut, qu'on raffine ensuite, va nous servir à plusieurs choses. Alors, très rapidement, comment fonctionne une raffinerie? Ben, ça fonctionne avec une colonne de distillation. On fait chauffer le pétrole brut et en fonction de la température d'ébullition des différents composés, eh bien, dans une colonne, à différentes hauteurs, on va récupérer différents composés. Les composés les plus lourds restent en bas, donc c'est le fioul lourd et puis le bitume. Et puis plus on monte, plus on a des composés légers. Donc ensuite, on a le gazole, le kérosène, l'essence, la pétrochimie, donc tous les composés pour faire le plastique par exemple. Et puis en tête de colonne, les gaz. Alors après, la proportion que l'on va récupérer pour chacun de ces trucs-là, ça va dépendre de plusieurs facteurs.
Le premier étant la composition du pétrole. Tous les pétroles ne se valent pas, ce ne sont pas tous les mêmes, ça on va le voir après. Et puis ça dépend aussi de la manière dont a été constituée la raffinerie. Et une fois qu'elle est constituée pour récupérer telle proportion de tel truc, voilà, on peut plus jouer sur la colonne de distillation. Quels sont les usages qui sont faits du pétrole? Donc, je le disais, à peu près 60%, c'est pour se déplacer. Donc, c'est pour les transports. Que ce soit les transports de personnes ou les transports de marchandises. Ensuite, 11%, c'est dans le résidentiel, tertiaire et agriculture. C'est principalement pour se chauffer. 7% dans l'industrie. Là aussi, on peut faire brûler du pétrole pour faire fonctionner des grosses machines de puissance dans l'industrie. Ensuite, on peut avoir d'autres types de transformations. Et enfin, on a les usages non énergétiques qui sont non négligeables. Les usages non énergétiques, ce sont les usages qui sont faits avec ce que l'on récupère pour la pétrochimie, c'est-à-dire tous les plastiques, mais aussi une grande partie de nos médicaments qui sont faits à base de résidus de pétrole. Donc, si on n'a plus de pétrole, on n'a plus de plastique, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, mais par contre, on n'a plus de médicaments non plus, ou en tout cas beaucoup moins. Et un chiffre à retenir, en 2018, c'est l'année où on a extrait le plus de pétrole dans l'histoire de l'humanité, avec une moyenne de 100 millions de barils par jour. Donc en 2018, chaque jour était extrait de la Terre 100 millions de barils. Un baril, c'est de mémoire 159 ou 157 litres, je ne sais plus, donc dans les 150 litres. Alors, qui extrait, qui consomme? D'abord, quelle est l'évolution de la consommation? Alors, de l'extraction ou de la consommation, peu importe, parce qu'en fait, on consomme tout ce qu'on extrait au fur et à mesure, il y a très peu de stock. L'évolution de l'extraction mondiale de pétrole depuis les années 1900. Ça a fortement augmenté dans les années 1950 et puis ça ne cesse d'augmenter depuis. Alors, ça augmente de moins en moins vite, mais ça augmente toujours. Ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis 1900, l'extraction, la quantité extraite n'a jamais baissé sur une période qui est supérieure à 5 ans. En fait, on extrait et on consomme toujours de plus en plus de pétrole. Il y a eu parfois une baisse pour différentes raisons sur 1, 2 ou 3 ans, mais jamais plus de 5 ans. Donc, par exemple, ici, c'est le premier choc pétrolier, ça, c'est le deuxième choc pétrolier, et puis ici, de 2019 à 2020, boum, le Covid. Donc, en 2019, on a moins consommé et moins extrait. Voilà. Mais sinon, sur la période 2009-2019, donc sur les 10 dernières années, la production de pétrole a augmenté de 14%. On consomme toujours de plus en plus de pétrole. Et sur l'année 2020, à cause de la Covid, c'est une baisse de 4%. Petite remarque, sur l'année 2020, c'est une baisse de 4% de la consommation de pétrole. Et on a vu aussi l'émission de gaz à effet de serre sur l'année 2020 qui a baissé d'à peu près 4%. Et si on veut respecter les accords de Paris de 2015 pour arriver ensuite à la neutralité carbone en 2050, la trajectoire sur laquelle il faut qu'on se place, c'est de baisser chaque année les émissions de gaz à effet de serre de 3 à 4%. Donc, ça veut dire qu'en 2020, on a respecté, et c'est la seule fois qu'on l'a fait, on a respecté, à cause ou grâce, je ne sais pas, au Covid, ce que l'on avait dit lors des accords de Paris. Par contre, si on veut le faire, ça veut dire que chaque année, il faut baisser de 4%. Donc là, ce qu'on est en train de faire, on va réaugmenter, alors qu'en fait, à partir de cette baisse en 2020, il aurait fallu, en 2021, rebaisser de 4% et chaque année baisser de 4%. Pourquoi c'est intéressant de faire cette remarque? Parce que ça nous montre l'effort qu'on doit faire. Chaque année, si on veut respecter les accords de Paris, il faut une nouvelle pandémie qui se rajoute à la précédente pour nous inciter à baisser notre consommation en pétrole et puis à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça nous donne donc l'ampleur de la tâche et pourquoi c'est si difficile. Sinon, depuis 1900,
le monde aurait extrait et consommé à peu près 1400 milliards de barils depuis 1850. Donc, chiffre à retenir aussi. On a consommé à peu près 1400 milliards de barils depuis 1850. Et actuellement, même si on a un peu baissé en 2019 et 2020, on est sur une consommation journalière de 100 millions de barils par jour. Donc, ça sera important, ces deux chiffres, quand on réfléchira un petit peu après au pétrole et surtout au stock de pétrole et pour combien de temps on en a. Le pétrole qui est utilisé dans le monde, d'où vient-il? Répartition de l'extraction mondiale de pétrole par zone en 2018. Le plus gros pourvoyeur de pétrole dans le monde, c'est le Moyen-Orient. 33% du pétrole brut mondial vient du Moyen-Orient, dont 13% en Arabie Saoudite. Ensuite, il y en a qui viennent d'Amérique du Nord, dont les États-Unis. Alors, les États-Unis en 2008, c'était 8% du pétrole mondial. En 2018, c'est 16%. Pourquoi est-ce que ça a fortement augmenté? C'est le développement de l'industrie des gaz de schiste. Et on va en reparler par la suite. Il n'est pas du tout dit que les États-Unis maintiennent ce niveau-là. Ensuite, on a la Russie, donc l'Asie et en particulier la Russie, 12% de la production mondiale. Puis, il y en a un peu en Afrique et en Amérique du Sud, un petit peu en Océanie, et puis en Europe, il n'y a rien du tout. Et en France, on produit un peu de pétrole en France, 0,02% du pétrole mondial est produit en France. On en produit un peu, mais pas beaucoup. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de faire le parallèle entre l'extraction mondiale, c'est-à-dire d'où vient le pétrole, et puis qui le consomme. Donc, diapo suivante, c'est exactement la même carte, mais cette fois-ci avec la consommation. Donc, du coup, je vais passer de l'une à l'autre tout le temps. Répartition de la consommation mondiale. Alors, par exemple, on va s'attarder sur l'Europe, puisque c'est nous. Nous consommons pour vivre 15% du pétrole mondial. Le problème, c'est que nous n'en extrayons que 4%. Donc, on est en large déficit. Ce qui veut dire que l'Europe dépend beaucoup de ses partenaires extérieurs, en particulier de la Russie et l'Arabie Saoudite. Si on regarde le Moyen-Orient consomme 9% du pétrole mondial, mais en produit 33%. La Russie consomme 3% du pétrole mondial, mais en produit 12%. Donc, en fait, notre pétrole vient principalement d'Arabie Saoudite et puis de Russie. En Amérique du Nord, aux États-Unis, ils sont à peu près la consommation est à peu près la même que l'extraction, donc en fait, ils sont à peu près autonomes en pétrole. La Chine aussi, la Chine a un gros souci puisqu'elle consomme 14% du pétrole mondial, mais n'en extrait que 4%. Voilà. Et donc, la confrontation de ces deux cartes permet de montrer qu'il y a des zones qui sont vraiment très, très, très dépendantes d'autres zones géographiques et donc ça induit forcément une géopolitique qui peut être compliquée pour ces États. En particulier, le pire, c'est l'Europe. Donc nous. Si un jour il y a un problème d'approvisionnement en pétrole, on est les premiers qui en feront les frais. Alors du pétrole, combien est-ce qu'il en reste? Si on veut savoir combien il en reste du pétrole, il faut d'abord parler des réserves et des différents types de réserves qui peuvent exister. Alors, au niveau des réserves, il y a ce qu'on appelle les réserves ultimes, il y a les réserves ultimes restantes, et puis il y a les réserves prouvées. Et alors, même dans les réserves prouvées, il y a les réserves prouvées 1P, 2P, 3P. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça risque d'être compliqué, mais il faut quand même comprendre ces différents types de réserves. Les réserves ultimes. Alors, les réserves ultimes, c'est la quantité totale de pétrole extraite entre le début de l'exploitation et la fin de l'exploitation. Donc, en fait, ces réserves ultimes, on ne les connaît pas. On les connaîtra une fois qu'on aura exploité tout le pétrole qu'il y avait sur Terre. Et une fois qu'on aura fait ça, alors on pourra faire le bilan. Mais depuis le début, on a consommé tout ça, donc les réserves ultimes étaient de temps. Sauf qu'on n'en sait rien.
Donc, on ne les connaîtra qu'à la fin. Ensuite, on a les réserves ultimes restantes. C'est la quantité totale de pétrole qui reste à extraire, sauf que on ne sait pas exactement combien il y a encore de pétrole sur Terre, parce qu'il y a certainement des gisements qu'on n'a pas encore trouvés. Donc, les réserves ultimes restantes, on n'en a pas vraiment idée. Elles ne sont pas vraiment connues. Il va par contre y avoir ce qu'on appelle les réserves prouvées. Alors, les réserves prouvées probables et les réserves prouvées probables et possibles. C'est pour ça qu'un P, 2P, 3P. Bon, on va se concentrer sur les réserves prouvées. Les réserves prouvées, ce sont les réserves, c'est-à-dire la quantité de pétrole dont l'existence est connue, on sait qu'elles existent, dont les chances de récupération sont assez faciles, ça veut dire que c'est du pétrole qui est assez facile à extraire, ou en tout cas on sait comment le récupérer, et dont les chances de rentabilisation sont d'au moins 90%. Parce que si on sait où il est, qu'on sait comment le récupérer, mais qu'il est trop compliqué, que ça coûte trop cher, ce n'est pas intéressant. Et donc, en fait, quand on parle de réserves, c'est de ces réserves-là qu'on parle, des réserves prouvées. On sait qu'elles existent, on sait combien il y en a, et on sait que leur exploitation est possible et qu'elle est rentable. Ces réserves prouvées, on les connaît, mais elles ne sont pas fixes dans le temps. Pourquoi? Parce que les entreprises pétrolières continuent de prospecter. Et donc, quand Total ou BP ou Exxon ou n'importe quelle entreprise pétrolière prospecte et trouve un nouveau gisement, ça veut dire que ce nouveau gisement vient se rajouter au gisement qui était déjà connu. Ce qui veut dire qu'au cours du temps, si on découvre de nouveaux gisements, les réserves prouvées peuvent augmenter, en dépit du fait qu'on les utilise aussi. Et si jamais on trouve plus de gisements qu'on utilise, ça veut dire que les réserves prouvées augmentent dans le temps. Mais il y a un gros problème pour arriver à évaluer correctement les réserves prouvées sur Terre, c'est qu'en fait, il n'y a aucun organisme international qui est censé les évaluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on est obligé de faire confiance soit aux États producteurs, soit aux entreprises productrices. Par exemple, au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, ceux qui contrôlent le pétrole, c'est l'Arabie Saoudite. Et donc, l'Arabie Saoudite nous dit, moi, il me reste tant. Dans les démocraties occidentales, on va dire, les réserves sont contrôlées par des entreprises privées, donc Exxon, BP, Total. Et ces entreprises nous disent, ben voilà, moi, sur les gisements que je contrôle et qui sont les miens, j'ai tant. Mais ensuite, il n'y a aucun organisme qui est censé contrôler et évaluer ce que nous disent les entreprises privées ou les États producteurs. Et on va voir que ça génère quelques bizarreries quand on regarde les chiffres. Quels sont les pays qui possèdent le plus de réserves? 10 pays possèdent 85% des réserves prouvées mondiales. Le pays qui possède le plus de réserves, alors on ne le sait pas forcément, mais c'est le Venezuela, avec 303 milliards de barils. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il nous annonce. Ensuite vient l'Arabie Saoudite, puis le Canada, puis l'Iran, l'Irak, la Russie, le Koweït, les Émirats arabes unis, les USA et puis la Libye. Alors par contre, si tous ces pays possèdent beaucoup de pétrole, ils ne possèdent pas tous le même type de pétrole. Ça, on va le voir par la suite. Par exemple, le pétrole qui est au Venezuela, ce n'est pas du tout le même pétrole qui est en Arabie Saoudite. Le problème du pétrole au Venezuela, c'est que à 80%, c'est du pétrole qui est stocké dans des sables bitumineux. Il est alors très, très difficile à extraire. En Arabie Saoudite, le pétrole majoritaire, c'est du pétrole conventionnel, c'est-à-dire des poches de pétrole dans le sol. Donc, on fait un trou et puis une fois qu'on a fait un trou, le pétrole sort. Il est beaucoup plus facile à exploiter. Et donc, même si le Venezuela a beaucoup, beaucoup de réserves, le souci, c'est que c'est un pétrole qui est très difficile à exploiter et qui est très cher à exploiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le jour où on va avoir un problème d'approvisionnement de pétrole, 10% des pays possèdent 85% des réserves. Et il n'y a aucun pays européen. Donc en Europe, on est mal. Donc quand je vous disais que comme il n'y a pas d'organisme qui est censé contrôler les réserves qu'annoncent par exemple les États,
ça peut générer certaines bizarreries. Voici l'évolution des réserves prouvées depuis 1980 jusqu'à 2017 de l'Arabie saoudite. Et c'est en milliards de barils. Non, en millions, pardon. Alors ici, dans les années 80, le stock était assez stable. Et puis, l'Arabie saoudite a prospecté, a découvert de nouveaux gisements. Et puis, boum, a décrété que en fait, ces réserves prouvées étaient aux alentours ici de 250. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que l'Arabie saoudite est le pays qui produit le plus de pétrole dans le monde. Mais ces réserves ne bougent pas. Donc, depuis maintenant 40 ans, l'Arabie saoudite a toujours le même stock de pétrole, alors que tous les jours, il y a du pétrole qui sort. Comme personne ne vient contrôler ce qu'elle nous raconte, on peut avoir des doutes sur les stocks qu'annonce l'Arabie saoudite. L'Irak, alors l'Irak, lui, c'est encore mieux. Chaque jour, l'Irak extrait, mais par contre, eh bien, les réserves prouvées augmentent toujours un peu. Alors, c'est peut-être vrai, mais on peut avoir des doutes sur notamment cette constance-là. Alors, évaluer les stocks de pétrole mondiaux restants, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très complexe. Et donc, ça pose problème si on veut savoir jusqu'à quand il nous reste du pétrole. Je vous disais que tous les pétroles ne se valent pas. Tous les pétroles ne se valent pas. Pourquoi? Parce que certains sont plus difficiles à extraire que d'autres. Et alors ça, on peut le chiffrer assez facilement avec le taux de retour énergétique que je vous avais expliqué une fois précédente. Le taux de retour énergétique, je vous rappelle, c'est combien il faut investir d'énergie pour en récupérer. Donc, par exemple, le pétrole conventionnel avant 1930, c'était le pétrole qui était le plus facile à récupérer. Un taux de retour énergétique de 100, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on investissait un baril de pétrole pour faire fonctionner les machines, pour aller récupérer le pétrole qui était en profondeur, on récupérait 100 barils. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, le pétrole, il était très proche de la surface et donc c'était très facile de le récupérer. Ça ne coûtait pas beaucoup d'énergie. Mais plus on avance dans le temps et plus on a déjà récupéré et utilisé le pétrole qui était facilement récupérable dans le sol. Donc, on va vers des pétroles qui sont de plus en plus difficiles à récupérer. Le pétrole conventionnel dans les années 70, son taux de retour énergétique était aux alentours de 30. Maintenant, le pétrole conventionnel, c'est plutôt aux alentours de 20. Le pétrole non conventionnel, c'est plutôt aux alentours de 15. Et puis les sables bitumineux qui sont, par exemple, au Venezuela ou au Canada, c'est entre 5 et 10. Donc, on voit que plus on avance dans le temps et plus on va aller taper dans des stocks qui sont de plus en plus difficiles à récupérer, plus on va avoir un taux de retour énergétique qui est faible. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue économique, eh bien, le pétrole est de plus en plus cher à extraire. Le pétrole, actuellement, le pétrole que l'on extrait au Moyen-Orient, c'est le pétrole le plus simple. Et extraire ce pétrole, ça coûte à peu près 27 $ du baril. Ça, ce n'est pas le cours du pétrole, hein, c'est le coût d'exploitation pour aller chercher un baril de pétrole. Ça coûte 27 $. Par contre, si on veut aller chercher du pétrole qui est en offshore profond en Arctique, eh bien, le récupérer, ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Les sables bitumineux au Canada ou au Venezuela, là aussi, ça coûte beaucoup plus cher. Le pétrole de schiste américain, lui aussi, il coûte très, très cher à récupérer. Et le problème, c'est que de celui-là, il n'y en a presque plus. Et la majorité du pétrole qui va rester, c'est celui-là. Donc, le prix du pétrole ne devrait pas baisser, en tout cas pas beaucoup. Puisqu'on parle du cours du pétrole, ah oui, un truc intéressant que je peux vous montrer. Hop. Si on regarde le cours du baril de pétrole, alors vous allez trouver des sites qui peuvent vous le montrer. Actuellement, le cours du baril de pétrole,
est de 67 $. Voilà. Donc, quand je vous montre ça, ça veut dire qu'actuellement, avec un cours de 67 $, tout ça, c'est rentable. Ça l'est pas. Voilà. Et ce que l'on peut regarder ici, je suis sur quelle échelle? Donc, actuellement, on est à peu près par là. Donc, on va dire à peu près à 65 $ le baril sur le cours. Et c'était à peu près, le cours était à peu près équivalent juste avant en fait, la crise du Covid. Là, on est début de l'année 2020, crise du Covid, confinement, effondrement des cours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le cours du baril du pétrole s'est effondré à peu près 20 $ le baril. Et donc, 20 $ le baril en 2020, ça veut dire que tout ça, ce n'était pas rentable. Et notamment le pétrole de schiste américain est devenu très très cher à produire et l'industrie pétrolière aux États-Unis a perdu énormément d'argent. Et il est probable que cette industrie ne s'en relève pas. Parce que, comme on va voir après, comme on va le voir, ouais, exploiter du pétrole de schiste, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Donc, c'est intéressant de corréler ça avec le cours du baril de pétrole. Alors, j'en viens à la question que j'avais posée. Jusqu'à quand il nous en reste du pétrole? Évidemment, le calcul qu'on fait ici, c'est un calcul d'ordre de grandeur. Ça nous permet juste d'avoir un peu les idées. Les réserves prouvées mondiales, comme on a prospecté et qu'on a trouvé de nouveaux gisements, entre 1980 et 2015, elles ont augmenté. Et ici, donc ça, c'est l'évolution entre 1980 et 2015. Et puis ici, le camembert que vous avez là, c'est les réserves prouvées en 2018. En 2018, les réserves prouvées étaient de 1729 milliards de barils, avec 48% au Moyen-Orient, à peu près 20% en Amérique du Sud et en Amérique centrale, à peu près 13% en Amérique du Nord, et puis ensuite le reste, là, bon, ça c'est la Russie. Et puis après, là, ça devient presque rien, et puis l'Europe, il n'y a rien du tout. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si vous vous souvenez des deux données que je vous ai indiquées avant, on aurait extrait à peu près 1400 milliards de barils depuis 1850. Et il en reste à peu près 1700. Ça veut dire qu'on est à peu près à la moitié. Il nous en reste à peu près la moitié. Et si on se base sur l'année 2018, on utilisait 100 millions de barils par jour. Du coup, le calcul, il est très simple. S'il nous reste 1730 milliards de barils dans le sol et qu'on en utilise 100 millions par jour, si on fait la division, ça veut dire qu'il nous reste 17 300 jours de pétrole, soit 47 ans. Donc, il nous reste à peu près une cinquantaine d'années d'utilisation de pétrole si on continue à l'utiliser comme on l'utilise actuellement. Alors, ce chiffre d'à peu près 50 ans, en fait, ce n'est pas aussi simple parce qu'il dépend des réserves. Ça veut dire que si on continue à prospecter et qu'on continue à trouver de nouveaux gisements, ce chiffre-là peut augmenter, ce qui peut rallonger. Et ça dépend aussi de la vitesse à laquelle on l'extrait. On considère qu'on va toujours arriver à extraire comme on extrait actuellement. Mais si jamais on a plus de difficultés à extraire, eh bien, l'offre va être contrainte. Donc, si on extrait de moins en moins vite, ça veut dire qu'on va passer à 90, puis 80, puis 70, puis 50 millions de barils par jour, ce qui va faire augmenter la durée. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il n'en reste pas pour 300 ans. Ça, c'est certain. Et ce qu'il faut se dire, c'est à utilisation constante, donc 100 millions de barils par jour. Et on va voir que ça ne va pas être le cas à cause de ce qu'on appelle le pic pétrolier. Cinquième partie de ce cours ici, qu'est-ce que le pic pétrolier? Pour comprendre ça, il faut avoir à l'esprit que l'exploitation d'un gisement de pétrole, en fait, elle n'est pas constante dans le temps. Ça ressemble à ça d'une manière théorique. Lorsqu'on trouve un gisement de pétrole, quel qu'il soit, d'abord, il faut le mettre en exploitation.
Et donc, on le met en place. Au moment où on le met en place, ça veut dire que forcément, on va augmenter l'extraction. Donc, au départ, on le met en place et puis on le fait fonctionner et on arrive au fonctionnement optimal du puits de pétrole. Donc, l'extraction augmente. Et puis, le puits de pétrole arrive à son utilisation optimale. On obtient alors un plateau. Pendant un certain temps, le gisement va fournir une quantité constante de pétrole par jour. Mais au bout d'un certain moment, quand il ne restera plus beaucoup dans le gisement, eh bien, l'exploitation ne va pas s'arrêter net. Ça veut dire qu'on n'exploite pas de manière continue et puis jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, quand il n'y en a plus, poum, ça s'arrête. En réalité, au bout d'un certain moment, une fois qu'on a dépassé à peu près la moitié du stock que contenait le gisement, on va continuer à l'extraire, mais en fait, on va extraire de moins en moins rapidement. Et alors, la baisse va être très, très, très progressive jusqu'à épuiser totalement le gisement. Donc, l'exploitation du gisement, ce n'est pas un carré, quoi. Hop, on exploite, boum, tout le temps pareil. Quand il n'y en a plus, pouf, on termine. À droite, ici, vous avez un exemple de l'exploitation d'un gisement de pétrole en mer du Nord par le Royaume-Uni entre les années 70 et puis les années 2005. Et donc, ça suit exactement ce qui s'est passé ici. Au départ, le gisement a été mis en place, donc l'exploitation a permis d'augmenter la capacité de production. Puis ensuite, on a atteint un plateau pendant à peu près une dizaine d'années. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, une fois qu'on a dépassé à peu près la moitié du stock global que contenait le gisement, on a continué à l'exploiter, sauf qu'on a eu de plus en plus de mal à l'extraire et on en a extrait de moins en moins. Donc, la production du puits a chuté jusqu'à s'éteindre dans les années 2000. Mais ça veut dire que ça a mis bien une vingtaine d'années à s'éteindre. Et donc, quand on dit qu'il nous reste à peu près 50 ans en consommant toujours 100 millions de barils par jour, c'est à exploitation constante. Or, à partir du moment où on va dépasser à peu près la moitié des stocks mondiaux, on sait qu'en fait, l'extraction va être de plus en plus difficile et donc on va arriver dans un monde où l'approvisionnement en pétrole sera contraint. On ne pourra plus, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, chaque jour extraire un peu plus de pétrole que la veille. Les contraintes physiques feront que chaque jour, il y aura un peu moins de pétrole qui est extrait que la veille. Voilà. Et ça va être une grosse différence. Il va falloir que l'on réfléchisse à un monde où l'approvisionnement en pétrole est contraint. Alors, ça va faire augmenter la durée d'exploitation, mais en ayant de moins en moins. C'est ce qu'avait montré un ingénieur qui s'appelle Hubert aux États-Unis. C'était un ingénieur qui travaillait pour l'industrie pétrolière dans les années 50-60. Et il a étudié tous les gisements de pétrole conventionnel, je parle de pétrole conventionnel, aux États-Unis. Et à la fin des années 50, il a montré que, selon lui, le pic du pétrole conventionnel aux États-Unis serait pour l'année 1971. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans les années 60, allait être atteint un palier. Et puis ensuite, comme on allait dépasser la moitié des stocks contenus, progressivement, l'exploitation allait diminuer. Et on appelle ça donc un pic. On passe par un pic et après, ça décroît lentement. Lui, il avait considéré que le pic de pétrole conventionnel aux États-Unis serait en 1971. Donc, il a annoncé ça à l'industrie pétrolière dans les années 60. Tout le monde l'a pris pour un fou. Les grands patrons lui ont ri au nez. Mais maintenant, avec le recul, voici en fait la courbe d'exploitation du pétrole conventionnel aux États-Unis. De 1940 à 1970, ça a augmenté. En 71, donc l'année où il l'avait prédit, bon là c'est un peu de bol quand même, hein, mais l'année où il l'avait prédit, l'exploitation du pétrole conventionnel aux États-Unis est passée par un maximum et ensuite, ça n'a fait que décroître jusque dans les années 2010. Et donc, en réalité, ce bonhomme-là, il avait raison. Ce qui veut dire qu'à un moment, l'exploitation décroît. Alors après, ici aux États-Unis, on a eu une réaugmentation très rapide. Pourquoi? Ça, c'est l'exploitation du pétrole de schiste. À partir de 2008, le pétrole de schiste aux États-Unis entre en exploitation grâce à la fracturation hydraulique.
Et donc là, on passe à une utilisation ou à une extraction de pétrole dit non conventionnel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire un trou pour que le pétrole sorte, il faut fracturer la roche parce que le pétrole est enfermé dans la roche. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à exploiter. Et donc, quand on regarde les courbes d'exploitation d'un pic de pétrole en pétrole non conventionnel type pétrole de schiste, en fait, au moment de la mise en exploitation, ça augmente, mais dès qu'on a atteint le maximum, très rapidement, ça décroît. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'exploitation d'un gisement de pétrole et chaque couleur, c'est en fait un nouveau forage. Et on se rend compte que quand on fait du pétrole de schiste, il faut continuellement creuser pour aller en chercher, parce que dès qu'on creuse et qu'on a exploité, l'exploitation se termine très rapidement. Et si on ne va pas creuser un petit peu plus loin, alors on n'extrait plus du tout. Donc, c'est un gros problème. Ça veut dire que le pétrole de schiste coûte très cher parce qu'il faut sans cesse prospecter et aller creuser. Ce n'est pas du tout comme une poche de pétrole où on fait un trou et puis ensuite on arrive à vider la poche. Et alors d'ailleurs, peut-être que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un champ de pétrole de schiste. Puits de pétrole, on devrait trouver quelque chose. Donc, en fait, comment ça fonctionne? On fait un trou et puis ensuite, on fracture la roche autour de ce trou et donc, on va récupérer le pétrole qui est autour de ce trou. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on l'a récupéré ici, il faut aller creuser un peu plus loin pour aller récupérer le pétrole qui est enfermé un peu plus loin et ainsi de suite. Donc, il faut tout le temps creuser. Et donc, un champ de pétrole avec du pétrole de schiste en exploitation, ça ressemble à ça. Chaque petite plage ici, c'est un puits. Donc, ça veut dire que quand on a creusé ici, on a récupéré le pétrole qui était par là. Puis ensuite, il a fallu creuser ici pour le récupérer là. Puis ensuite, on a creusé là et ainsi de suite. Donc, il faut creuser tout le temps partout. Et dès qu'on arrête, c'est terminé, on n'extrait plus de pétrole. Alors, si on parle de pic pétrolier, quelle est l'estimation du pic pétrolier mondial? Donc, dans la diapo précédente, je vous ai montré ce qui s'est passé aux États-Unis. Maintenant, que se passe-t-il dans le monde? Vous avez ici une courbe qui est une estimation de la date du pic pétrolier dans le monde. En bleu est représenté le pétrole conventionnel, celui qui est facile à extraire. Deep, lui, il est plus compliqué. C'est par exemple le pétrole de schiste. Et heavy, donc le pétrole lourd, ça, c'est par exemple les sables bitumineux. Quand on fait le bilan du pétrole conventionnel, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on a déjà passé le pic. Le pic d'exploitation du pétrole conventionnel a été passé aux alentours de l'année 2008. Depuis 2008, chaque année, on extrait moins de pétrole conventionnel que l'année précédente. Mais au niveau mondial, on extrait toujours de plus en plus de pétrole global. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'année 2008, on s'est mis à exploiter les pétroles non conventionnels, c'est-à-dire les sables bitumineux ou le pétrole de schiste. Et donc, l'augmentation de la production et donc de la consommation mondiale depuis la fin des années 2010, elle est due à l'exploitation des pétroles non conventionnels, parce que le pétrole conventionnel, lui, il décroît. Voilà. Hubert, toujours le même ingénieur, toujours dans les années 50-60, lui, il avait prévu le passage du pic pétrolier pour le pétrole conventionnel dans les années 2000. Mais il ne s'est pas trop trompé, on y est passé à la fin des années 2010. En dessous, ici, vous avez un autre graphique qui vous montre, alors c'est plutôt la courbe verte qu'il faut regarder. La courbe verte, c'est en fait les découvertes de nouveaux gisements de pétrole depuis les années 1900. Dans les années notamment 50, 60, 70, jusque dans les années 80, on découvrait énormément de nouveaux gisements, ce qui faisait augmenter les réserves prouvées. Mais depuis les années 90, on découvre de moins en moins de gisements.
Donc, comme on découvre de moins en moins de gisements, il est quand même possible qu'on arrive plutôt vers la fin et qu'on ait déjà tout trouvé, parce qu'on a déjà fait des trous un peu partout. La grande majorité des simulations et des personnes qui travaillent sur la notion de pic pétrolier s'accordent à dire que le pic pétrolier global, si on prend tous les types de pétrole, il devrait être autour des années 2030, donc on va dire d'ici une dizaine d'années. D'ici une dizaine d'années, on risque de passer par donc, un maximum, tout pétrole confondu, et après ce maximum, chaque année, on va extraire moins de pétrole que l'année précédente, alors qu'on veut consommer, produire et donner à manger à nos machines pour transformer le monde, puisque l'énergie, c'est la transformation du monde. On veut en donner toujours plus. Alors, ça veut dire que peut-être que d'ici une dizaine d'années, on risque de rentrer dans un monde qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire un monde où tout le monde voudra toujours plus de pétrole, mais on en extraira de moins en moins. Et ce monde, ce n'est pas dans 100 ans, et ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous et nos enfants. Donc, soit on attend et on réglementera le moment venu, ou alors peut-être qu'on essaie dès maintenant de moins consommer, ce qui pourrait être, à mon avis, le meilleur choix. Donc du pétrole, il y en a encore. Il y en a encore pour longtemps, certainement jusqu'à la fin du siècle. Par contre, il n'y en aura pas, comme on a été habitué jusqu'à maintenant, il n'y en aura pas toujours de plus en plus. Il va y en avoir très prochainement de moins en moins. Il va falloir s'adapter. Tout ça n'étant pas très réjouissant. Et sur une dernière partie, sur cette grosse partie pétrole, on peut parler un petit peu d'économie, mais je ne sais pas si c'est le plus intéressant ici. J'avais fait cette partie-là l'an dernier en raison de ce qui s'était passé avec le Covid. Alors rapidement, hein, au niveau des cours du pétrole, à quoi est dû le prix du pétrole? Il est dû à l'offre, à la demande, mais pas que. Il est aussi beaucoup dû aux différentes crises politiques qui peuvent intervenir. Le pétrole, il ne faut pas qu'il soit trop cher, mais il ne faut pas qu'il soit trop bas non plus. Si jamais le pétrole est trop cher, donc le prix est trop haut, quel est le problème? Le problème, c'est que c'est trop cher pour nous, consommateurs, ou pour les entreprises qui l'utilisent. Et donc, il y a une chute du pouvoir d'achat général et on s'ensuit une crise économique. Par contre, les producteurs de pétrole, eux, ils aiment bien les prix très hauts. Parce qu'évidemment, plus ils vont vendre leur pétrole cher, plus ils vont gagner de l'argent. Et donc, ils vont pouvoir réaliser des investissements pour essayer d'aller prospecter et de trouver de nouveaux gisements. Donc, il faut qu'il soit haut pour les producteurs, mais il ne faut pas qu'il soit trop haut pour les utilisateurs. Si le prix du pétrole est trop bas, là, c'est l'inverse. Les producteurs ne sont pas contents parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Surtout maintenant avec des pétroles non conventionnels qui vont être de plus en plus chers à exploiter. Donc, les producteurs n'aiment pas que ce soit trop bas. Par contre, l'économie aime beaucoup que le prix du pétrole soit bas. Parce que plus il est bas, plus on remplit notre réservoir de notre voiture. Et puis, les produits sont moins chers à acheter puisque le pétrole a coûté moins cher. Donc, en fait, il y a un juste milieu à trouver entre prix trop haut et puis prix trop bas. Le problème, c'est que ces prix satisfaisants, au cours du temps, cette fourchette de prix satisfaisants, elle se réduit parce que le pétrole devient de plus en plus cher à exploiter et puis les différentes crises économiques font que le pouvoir d'achat, il n'augmente pas du tout et il est plutôt même en train de diminuer. Donc, les utilisateurs ont de moins en moins d'argent pour acheter le pétrole. Donc, la fourchette de rentabilité se réduit. Voilà. Et je passe sur l'historique. Peut-être 2 ou 3 choses sur ce qui s'est passé l'an dernier au moment de la crise du Covid. Au départ, parce qu'il y a des choses assez remarquables à voir, le prix du baril était entre 60 et 70 $. Puis, le Covid commence à apparaître, ralentissement de l'économie,
ce qui veut dire qu'on a besoin de moins en moins de pétrole. Si l'économie ralentit, elle a besoin de moins de pétrole. Donc, ça veut dire que le prix descend. En mars, l'Arabie saoudite, puisque la demande en pétrole diminuait et donc le prix diminuait, l'Arabie saoudite a proposé aux autres producteurs de pétrole de baisser la production. Comme ça aurait fait remonter un petit peu le cours du pétrole. Mais la Russie a refusé. Et le jour où la Russie a dit non, moi je continue d'augmenter ma production, alors comme augmenter la production n'était pas en relation avec le fait que la demande baissait, eh bien en 2 jours, le prix, boum, a chuté de 50 à 30 $. Alors, l'Arabie saoudite, pour ne pas se faire prendre des parts de marché, voyant que la Russie refusait de baisser sa production et même l'augmenter, l'Arabie saoudite a dit, puisque c'est comme ça, moi aussi j'augmente. Donc l'Arabie saoudite a aussi augmenté sa production. Et du coup, qu'a fait le cours du pétrole? Boum, il a encore chuté. Il a chuté tellement bas que pour des pétroles conventionnels comme en Arabie saoudite ou en Russie, eh bien, ils étaient quand même toujours un petit peu rentables. Par contre, pour des pétroles non conventionnels comme le pétrole de schiste aux États-Unis, à 20 $ du baril, le pétrole de schiste des États-Unis, c'est une catastrophe. Et donc, l'industrie pétrolière aux États-Unis a perdu énormément d'argent. Et il est possible que même elle ne s'en relève pas. Ayant perdu énormément d'argent, elle n'a plus d'argent pour prospecter, aller ouvrir de nouveaux puits et donc aller faire de nouveaux forages, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et alors, il est arrivé un autre truc assez particulier au mois d'avril l'année dernière, c'est que la production étant quand même à un assez haut niveau alors que l'économie était complètement arrêtée, eh bien, le pétrole qui était extrait n'était plus utilisé. Et donc, on extrayait beaucoup plus de pétrole que celui qu'on consommait. Alors, la question s'est posée, mais qu'est-ce qu'on fait de ce pétrole qui sort des puits et qui nous reste sur les bras? Il y a 2 possibilités. Soit ce pétrole, on le stocke, soit on ferme les puits. Première solution, le stockage. Et le problème, c'est que le stockage, pour le stocker, il faut avoir des cuves. Et le stockage se fait dans d'énormes cuves ou principalement aussi dans les gros bateaux, dans les gros tankers qui transportent le pétrole. La capacité mondiale de stockage, elle est d'à peu près 4,5 milliards de barils au total. Et la capacité mondiale en avril n'était plus que de 1 milliard. En fait, il y a beaucoup de pays qui avaient leur stock, leur cuve qui était pleine, ce qui était le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, le pétrole continuait à sortir, mais les États-Unis n'avaient plus de place pour le stocker. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Eh bien, ils se sont retrouvés avec tellement de pétrole qu'ils l'ont vendu à des prix négatifs. Donc, les États-Unis ont écoulé une partie de leur stock de pétrole en donnant de l'argent avec. Et donc, certains pays ont récupéré du pétrole et même de l'argent avec parce que les États-Unis ne pouvaient plus stocker son pétrole. Deuxième solution, la fermeture des puits. Le problème, c'est que fermer des puits, c'est très long. Ce n'est pas un robinet qu'on ferme. Ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et quand on ferme un puits, il est fermé définitivement. On ne peut plus le réouvrir. Et donc, le risque, quand on ferme un puits, c'est qu'on ferme un puits alors qu'il restait encore du pétrole dans le gisement. Mais comme on a fermé le puits, ce stock de pétrole qui était dans le gisement, il est perdu. On ne pourra plus le réextraire parce qu'on ne pourra plus réouvrir le puits. Et donc, cette solution-là n'a pas vraiment été favorisée. Donc, il y a eu un gros problème, ce qui a fait encore plus chuter les prix et qui ont été vraiment à un moment très, très bas. Voilà. Donc, l'offre, la demande, mais aussi le contexte géopolitique fait que le cours du baril du pétrole augmente ou baisse d'ailleurs. Bon, en tout cas, dans cette partie sur le pétrole, on a vu que le pétrole, c'est génial, mais à un moment, il va falloir le remplacer pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'en reste peut-être pas jusqu'à des temps infinis. Et puis l'autre problème, c'est quand même l'émission des gaz à effet de serre et donc le CO2 qu'on envoie. Voilà. Donc de toute façon, du pétrole, il va falloir de moins en moins l'utiliser. Et s'il faut de moins en moins l'utiliser, alors, par quoi on le remplace? Et donc, ce sera l'objet des 2 autres parties. Le pétrole, on peut le remplacer soit par les énergies dites renouvelables ou alors le nucléaire. Et on verra ça
au prochain épisode. Bien. Monsieur, Oui. mais on ne peut pas faire du pétrole synthétique. Ils n'ont pas réussi à reconstituer du pétrole en laboratoire? Personne n'a essayé? Et avec quoi? Comment il se forme le pétrole? Le pétrole, en fait, là où il y a du pétrole, ça c'est intéressant, tiens, là où il y a du pétrole, c'est qu'avant, il y avait un océan. Là où il y a du charbon, c'est qu'avant, il y avait une forêt. Voilà. En fait, une forêt. L'accumulation des... Ouais, c'est ça. C'est que une forêt, qu'est-ce que c'est? C'est du carbone qui est stocké dans le bois. Et quand la forêt meurt et ensuite elle est ensevelie et qu'elle est recouverte par différentes strates, eh bien, ça chauffe. Comme ça chauffe, toutes les molécules sont détruites et à la fin, il ne reste plus que du carbone. Donc, tout l'hydrogène s'en va et à la fin, il reste du carbone et ça fait du charbon. Et ça prend des millions et des millions d'années. Pour faire du pétrole, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas avec une forêt, c'est avec du phytoplancton. Et donc, là où il y a du pétrole, ça veut dire qu'avant, il y avait un océan ou une mer. Donc, si on veut faire du pétrole, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des algues et puis ensuite, il faut les chauffer pour faire sortir tout ce qui est autre que du carbone, que du carbone. Mais si on veut chauffer, avec quoi on chauffe? Le pétrole et le charbon, ça s'est formé dans la croûte terrestre en prenant la chaleur du noyau terrestre, en fait. C'est de là qu'est venue l'énergie qui a transformé une forêt en charbon ou des algues en pétrole. Si nous, on veut le faire de manière industrielle, ça veut dire qu'il nous faut de l'énergie pour transformer du bois en charbon. La question est, où prend-on cette énergie? Et là, on n'a pas la réponse. Et en fait, c'est très souvent la question qu'on doit se poser dans les problèmes énergétiques. On se dit, ben, on n'a qu'à remplacer tel truc par telle chose ou on n'a qu'à faire fonctionner tel machin. Mais pour faire fonctionner tel machin, il nous faut de l'énergie. Où est-ce qu'on prend l'énergie? On entend beaucoup parler d'hydrogène. Alors, c'est très bien l'hydrogène, sauf que l'hydrogène ou le dihydrogène, il n'y en a pas à l'état naturel sur Terre, ou alors très, 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 très peu. Ça veut dire que si on veut utiliser le dihydrogène comme combustible, ce dihydrogène, il faut le former. Comment on le forme? Il y a plusieurs possibilités, mais l'une des possibilités, c'est par exemple l'électrolyse de l'eau. H2O, on enlève eau, il nous reste H2, mais ça veut dire que pour électrolyser l'eau, il nous faut quoi? Ben, il nous faut de l'énergie. Et si pour faire fonctionner un électrolyseur, pour former du dihydrogène, on brûle du charbon, ça ne nous a servi à rien. Donc non, on ne sait pas faire du pétrole. Ça serait trop simple. Bien, voilà. D'autres questions? C'était à peu près clair? Bon, alors on s'arrête là. Et puis, on reprendra ça la prochaine fois. Bonne soirée et bonne Saint-Patrick. N'oubliez pas de boire une bière. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne Bonne soirée, monsieur. Merci. Bonne soirée.